Dans les archives poussiéreuses du comté de Wilkinson, en Géorgie, un registre incomplet, daté de 1846, mentionne un nom rayé à l'encre noire, celui d'un homme qui, selon les témoignages fragmentaires, aurait causé la mort de 200 hommes blancs en l'espace de 3 années, sans jamais être arrêté, identifié ou même aperçu clairement. Avant de plonger dans ce mystère troublant qui a bouleversé le Sud-Américain, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de commenter en nous disant de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces histoires oubliées qui hantent encore notre mémoire collective. La Géorgie des années 1840 représentait l'un des piliers de l'économie cotonnière du Sud-Américain. Dans la région centrale de l'État, entre les fleuves Oconee et Okmulgee, s'étendaient des dizaines de plantations prospères, exploitant des centaines d'esclaves pour maintenir une production qui enrichissait les familles de planteurs établis depuis plusieurs générations. Ces terres fertiles, conquises sur les territoires Creek quelques décennies plus tôt, portaient encore les cicatrices des conflits qui avaient chassé les populations natives. Le sol rouge de Géorgie, imprégné de tant de sang, semblait absorber chaque nouvelle violence avec une indifférence minérale. La structure sociale reposait sur une hiérarchie rigide et brutale. Au sommet, les propriétaires terriens blancs formaient une aristocratie locale qui contrôlait non seulement les moyens de production, mais aussi l'appareil judiciaire, les milices et toute forme de pouvoir politique. En dessous, les contremaîtres, surveillants et petits fermiers blancs constituaient une classe intermédiaire dont la principale fonction était de maintenir l'ordre esclavagiste par la violence quotidienne et systématique. Au bas de cette pyramide, 4 millions d'êtres humains réduits en esclavage vivaient dans des conditions d'une cruauté méthodique, privés de tout droit, de toute reconnaissance d'humanité, soumis à un régime de terreur permanent destiné à briser toute velléité de résistance. Les plantations de la région centrale de Géorgie fonctionnaient comme des royaumes autonomes. Chaque propriétaire exerçait un pouvoir quasi absolu sur ses terres et sur les hommes et femmes qu'il considérait comme sa propriété. Les châtiments corporels constituaient le langage quotidien de cette domination. Le fouet, les fers, les mutilations, les viols, la séparation des familles. Les lois de l'État interdisaient aux esclaves d'apprendre à lire, de se rassembler sans surveillance, de porter témoignage contre un blanc, de posséder quoi que ce soit. Toute infraction, réelle ou imaginée, pouvait être punie de mort sans procès. Dans ce contexte d'oppression totale, la moindre résistance était réprimée avec une férocité exemplaire. Les révoltes d'esclaves, bien que rares, hantaient l'imaginaire des planteurs. Le souvenir de la révolte de Nat Turner en Virginie, survenue en 1831, demeurait vivace dans toutes les mémoires. Turner et ses compagnons avaient tué une 60aine de Blancs avant d'être capturés et exécutés. La répression qui avait suivi avait coûté la vie à plus de 200 Noirs, la plupart innocents de toute participation. Depuis, les milices patrouillaient régulièrement, les lois s'étaient durcies, et tout mouvement suspect parmi la population asservie déclenchait une paranoïa collective. C'est dans cet environnement saturé de violence et de peur que commence notre histoire, au printemps de 1843, lorsque le corps d'un surveillant blanc fut découvert dans un champ de coton à quelques kilomètres au nord du village de Sandersville. Le 23 mars 1843, au lever du soleil, un jeune contremaître nommé Samuel Pritchard ne se présenta pas pour superviser le travail du matin à la plantation Hawthorne, l'une des plus vastes propriétés de la région. Son absence immédiate inquiéta, car Pritchard, âgé de 28 ans, était connu pour sa ponctualité et sa cruauté méthodique. Il vivait seul dans une petite cabane en bois à la lisière de la plantation, préférant l'isolement à la promiscuité du quartier des surveillants. Vers 8 heures du matin, le propriétaire, Edward Hawthorne, ordonna que l'on parte à sa recherche. Un groupe de 4 hommes se dirigea vers sa cabane. Ils trouvèrent la porte entr'ouverte, l'intérieur en ordre, mais aucune trace de Pritchard. Son lit n'avait pas été défait, sa veste pendait encore au crochet près de l'entrée.
Son fusil, qu'il emportait toujours lors de ses rondes nocturnes, avait disparu. Les recherches s'étendirent aux champs environnants. C'est vers midi qu'un des hommes de Hawthorne découvrit le corps de Pritchard dans une parcelle de coton située à environ 1,5 km de sa cabane. Le surveillant gisait face contre terre, les bras écartés. Une balle l'avait atteint à la nuque, provoquant une mort instantanée. Son propre fusil avait été retrouvé à quelques mètres du corps, vide de sa charge. Aucune trace de lutte n'était visible. Les empreintes autour du cadavre étaient confuses, piétinées, impossibles à interpréter clairement. La nouvelle du meurtre se répandit avec une rapidité électrique dans toute la région. Un surveillant blanc avait été tué, vraisemblablement par un esclave. Cette perspective terrifiait l'ensemble de la classe des propriétaires. Si un noir avait osé tuer un blanc et s'enfuir, cela représentait une menace existentielle pour tout le système. Il fallait retrouver le coupable, le faire avouer publiquement, l'exécuter de manière spectaculaire pour réaffirmer l'ordre naturel des choses. Edward Hawthorne, homme de 52 ans au visage taillé à la serpe, convoqua immédiatement tous ses esclaves. 137 hommes, femmes et enfants furent rassemblés dans la cour centrale de la plantation. Hawthorne les inspecta un par un, cherchant un signe de culpabilité, une marque suspecte, une absence inexpliquée. Rien. Tous étaient présents. Tous semblaient avoir passé la nuit dans leur quartier. Les contremaîtres confirmèrent qu'aucune disparition n'avait été signalée. Pourtant, Hawthorne ordonna que 20 hommes soient fouettés publiquement au hasard pour les inciter à dénoncer le coupable. Les hurlements résonnèrent pendant des heures. Personne ne parla. Soit ils ne savaient rien, soit la peur du délateur était plus forte que celle du fouet. Le shérif du comté, un certain Josiah Crawford, vint inspecter la scène du crime. C'était un homme méthodique, ancien militaire, habitué à enquêter sur les vols de bétail et les rixes entre fermiers. Mais face à un meurtre d'une telle portée symbolique, il se retrouvait sous une pression énorme. Les planteurs de la région exigeaient des résultats immédiats. Crawford organisa des patrouilles, interrogea les esclaves des plantations voisines, fit fouiller les bois environnants. Aucun fugitif n'avait été signalé. Aucun esclave ne manquait à l'appel dans un rayon de 50 km. Une hypothèse commença à circuler. Et si le meurtrier n'était pas un esclave de la région, mais un fugitif venant d'ailleurs, se cachant dans les forêts, survivant grâce à sa connaissance du terrain? Cette idée était à la fois rassurante et terrifiante. Rassurante car elle suggérait que les esclaves locaux n'étaient pas impliqués dans une conspiration. Terrifiante car elle impliquait la présence d'un homme libre, armé, invisible, capable de frapper n'importe quand. Les jours passèrent. Aucun suspect ne fut arrêté. Le corps de Pritchard fut enterré dans le cimetière de Sandersville et la vie reprit son cours habituel. Mais une tension nouvelle pesait sur la région. Les surveillants se déplaçaient désormais en groupe, armés jusqu'aux dents. Les patrouilles nocturnes furent renforcées. On posta des gardes au carrefour. Les planteurs dormirent avec leurs armes chargées à portée de main. Puis, 6 semaines plus tard, un second corps fut découvert. Le 8 mai 1843, un cavalier solitaire fut retrouvé mort sur une route secondaire reliant Sandersville à Milledgeville, la capitale de l'État. Il s'agissait de Thomas Rutledge, un marchand d'esclaves itinérant, âgé de 45 ans, connu dans toute la région pour sa brutalité lors des ventes publiques. Rutledge transportait une cargaison de 6 esclaves enchaînés qu'il conduisait vers le marché de Milledgeville. Lorsque l'on découvrit son corps, les esclaves étaient introuvables, leurs chaînes brisées gisaient au bord de la route. Rutledge avait été abattu d'une balle en plein front, alors qu'il était encore à cheval. La précision du tir suggérait un tireur expérimenté. Son propre fusil avait disparu, ainsi que sa bourse contenant une somme importante d'argent. Les 6 esclaves évadés furent pourchassés pendant des jours. 4 furent rattrapés et pendus immédiatement, sans interrogatoire. 2 autres disparurent complètement, probablement noyés en tentant de traverser la rivière Oconee en crue. Mais une question demeurait. Qui avait libéré les esclaves?
Qui avait tué Rutledge avec une telle précision? Les 4 esclaves capturés avant d'être exécutés racontèrent tous la même histoire. Un homme masqué, grand et silencieux avait surgi de la forêt au crépuscule, avait tiré sur Rutledge sans avertissement, puis avait brisé leur chaîne avec une hache avant de disparaître sans un mot. Ils ne purent fournir aucune description précise, sinon qu'il était noir, qu'il portait des vêtements sombres et qu'il se déplaçait avec une agilité extraordinaire. Le shérif Crawford commença à établir un lien entre les 2 meurtres. Même méthode. Une seule balle tirée avec précision. Même disparition complète du tireur. Même absence totale de témoins fiables. Crawford envoya des messages aux comtés voisins pour savoir si d'autres incidents similaires avaient été signalés. Les réponses tardèrent à venir, mais lorsqu'elles arrivèrent, elles confirmèrent ses pires craintes. Au cours des 6 mois précédents, dans un rayon de 150 km autour de Sandersville, 4 autres surveillants et 2 marchands d'esclaves avaient été tués dans des circonstances similaires. Chaque fois, une balle unique, tirée de loin, souvent au crépuscule ou à l'aube. Chaque fois, l'arme du mort avait disparu. Chaque fois, aucun suspect n'avait été identifié. Les autorités locales avaient traité ces affaires comme des incidents isolés, attribuant les morts à des règlements de compte entre blancs, à des accidents de chasse ou à des brigands. Personne n'avait envisagé qu'un seul homme puisse être responsable de tous ces meurtres. Désormais, une panique latente s'installait. Les planteurs organisèrent des réunions d'urgence. Le gouverneur de Géorgie fut informé. Des milices furent levées. On offrit une récompense de $500 pour toute information conduisant à l'arrestation du coupable. Les esclaves furent soumis à des interrogatoires encore plus violents. Mais aucun ne semblait savoir quoi que ce soit. Ce qui terrifiait le plus les Blancs, c'était l'invisibilité du tueur. Comment un noir pouvait-il se déplacer librement dans une région sous surveillance constante? Comment pouvait-il survivre sans être signalé, sans être trahi? Les esclaves ne circulaient qu'avec des laissez-passer écrits. Les patrouilles arrêtaient systématiquement tout noir isolé. Les châtiments pour vagabondage étaient immédiats et brutaux. Et pourtant, cet homme fantôme continuait d'agir en toute impunité. Certains commencèrent à murmurer que l'homme n'était peut-être pas seul, qu'il bénéficiait peut-être d'un réseau de complicité parmi les esclaves, que chaque plantation abritait peut-être des informateurs secrets qui le prévenaient des déplacements des surveillants, qui lui fournissaient de la nourriture, qui le cachaient lorsque les patrouilles approchaient. Cette hypothèse était intolérable. Elle impliquait que la classe asservie possédait une capacité d'organisation et de résistance que les maîtres refusaient d'envisager. Les exécutions publiques d'esclaves se multiplièrent. Pour un regard jugé insolent, pour un travail jugé insuffisant, pour une simple suspicion de complicité, des hommes et des femmes furent fouettés jusqu'à la mort ou pendus aux arbres bordant les routes. Les corps étaient laissés plusieurs jours, exposés aux corbeaux, pour servir d'avertissement. Mais les meurtres de Blancs continuaient. En juillet 1843, 3 surveillants furent tués en l'espace de 2 semaines dans le comté voisin de Baldwin. Puis, en août, 2 autres dans le comté de Putnam. En septembre, un juge de paix et un shérif adjoint furent abattus alors qu'ils escortaient un groupe d'esclaves fugitifs capturés. Les tueries s'accéléraient et toujours le même modus operandi. Une balle tirée de loin, souvent en pleine nature, sans témoin. Le tireur disparaissait comme une ombre. Si ce mystère vous glace le sang, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à commenter ce que vous pensez qu'il se passait réellement. Vos théories nous passionnent autant que cette enquête impossible. À l'automne de 1843, le nombre de morts attribués au mystérieux tireur avait atteint 27. Les autorités de Géorgie se trouvaient dans une situation humiliante. Non seulement elles étaient incapables d'arrêter le tueur, mais elles ne parvenaient même pas à établir son identité, son origine ou ses motivations précises.
Les journaux de Savannah et d'Augusta commencèrent à publier des articles alarmistes, certains évoquant la possibilité d'une insurrection généralisée. Les planteurs les plus riches engagèrent des détectives privés, d'anciens traqueurs d'esclaves réputés pour leur efficacité. Tous échouèrent. Parmi ces hommes, un certain Elijah Carmichael, ancien officier de milice et chasseur de primes expérimenté, prit l'affaire très au sérieux. Carmichael, âgé de 56 ans, avait passé 30 années à traquer des esclaves fugitifs. Il connaissait les méthodes de survie dans les forêts, les routes secrètes utilisées par le réseau clandestin du chemin de fer souterrain qui aidait les fugitifs à fuir vers le nord. Il étudia chaque scène de crime avec une minutie obsessionnelle. Ce que Carmichael découvrit le troubla profondément. Le tireur n'était pas un simple opportuniste. Chaque meurtre semblait planifié avec soin. Les victimes n'étaient jamais choisies au hasard. Toutes étaient des hommes directement impliqués dans l'appareil répressif de l'esclavage. Surveillants, marchands, miliciens, shérifs adjoints, juges. Le tireur évitait soigneusement les confrontations directes. Il frappait toujours de loin, souvent au crépuscule, moment où la lumière déclinante rendait l'identification difficile. Il ne laissait jamais de traces exploitables. Les douilles retrouvées provenaient de fusils différents, ce qui suggérait qu'il changeait régulièrement d'armes, probablement en volant celles de ses victimes. Carmichael en conclut qu'il chassait un homme exceptionnel. Quelqu'un qui possédait non seulement des compétences de tireur d'élite, mais aussi une connaissance approfondie du terrain, une discipline de fer et une intelligence tactique hors du commun. Quelqu'un qui comprenait parfaitement le fonctionnement du système esclavagiste et qui exploitait ses failles. Mais qui pouvait être un tel homme? Carmichael commença à formuler une hypothèse audacieuse. Et si le tueur n'était pas un fugitif ordinaire, mais un ancien soldat? Pendant la guerre de 1812, des milliers de Noirs libres et même certains esclaves avaient combattu dans les forces américaines, principalement en Louisiane, sous les ordres d'Andrew Jackson. Certains avaient acquis une formation militaire, appris à tirer avec précision, à se déplacer en territoire hostile, à survivre dans des conditions extrêmes. Après la guerre, beaucoup avaient été trahis, réduits en esclavage malgré les promesses de liberté. Et si l'un de ces hommes, amer et déterminé, avait décidé de mener sa propre guerre privée contre le système qui l'avait trahi? Carmichael partagea cette théorie avec le shérif Crawford. Ensemble, ils tentèrent de reconstituer le parcours possible de l'homme. Les premiers meurtres avaient été signalés dans le sud-ouest de la Géorgie, près de la frontière avec l'Alabama. Puis, progressivement, l'activité s'était déplacée vers l'est, en direction de Savannah. Cela suggérait un mouvement, peut-être une tentative de rejoindre la côte, où il serait plus facile de s'embarquer sur un navire en partance pour le nord ou les Caraïbes. Mais cette reconstruction géographique posait un problème. Si l'homme se déplaçait constamment, comment expliquait-on qu'il frappe parfois dans des endroits distants de plusieurs dizaines de kilomètres le même jour? Les témoignages et les dates ne concordaient pas toujours. Soit l'homme possédait un cheval, ce qui était hautement improbable pour un fugitif, soit il existait plusieurs tueurs agissant selon le même modus operandi. Cette seconde hypothèse terrifiait encore davantage les autorités, car elle impliquait une organisation coordonnée, une véritable résistance armée. En novembre 1843, un événement majeur changea la donne. Un groupe de 6 miliciens patrouillant près de la rivière Oconee tomba dans une embuscade. 4 d'entre eux furent tués instantanément, abattus par des tirs provenant d'une colline boisée surplombant le chemin. Les 2 survivants, terrifiés, s'enfuirent sans riposter. Lorsqu'ils revinrent avec des renforts, ils ne trouvèrent que les corps de leurs compagnons, dépouillés de leurs armes et de leurs munitions. Les douilles récupérées provenaient de 4 fusils différents. Cette fois, il ne faisait plus aucun doute. Le tueur n'agissait pas seul. Il commandait au moins une petite bande d'hommes armés et entraînés. La perspective d'une guérilla organisée plongea la région dans une hystérie collective. Le gouverneur de Géorgie demanda l'aide de troupes fédérales. Des compagnies de milices furent mobilisées dans tout l'État. On instaura un couvre-feu strict pour tous les Noirs, esclaves ou libres.
Les contrôles se firent encore plus oppressants. Les exécutions sommaires se banalisèrent. Mais les meurtres continuaient. En décembre, 8 nouveaux morts. En janvier 1844, 12 autres. Les victimes n'étaient plus seulement des surveillants ou des miliciens. Désormais, le tueur frappait aussi des propriétaires, des hommes de pouvoir, des figures respectées de la société blanche. Un planteur influent, James Harrington, fut abattu dans sa propre propriété alors qu'il inspectait ses champs. Un magistrat, William Prescott, fut tué en plein jour sur la place publique de Milledgeville. À chaque fois, une balle unique, tirée de loin. À chaque fois, aucun suspect. La terreur avait changé de camp. Le printemps de 1844 marqua un tournant dans cette guerre invisible. Les autorités prirent conscience qu'elles perdaient le contrôle de la situation. Le nombre de fugitifs augmentait dramatiquement. Les esclaves, autrefois résignés et brisés, semblèrent désormais traversés par une espérance nouvelle. Des rumeurs circulaient dans les quartiers, transmises à voix basse. Un homme libre combattait pour eux, un homme qui ne craignait rien, qui tuait les maîtres impunément, qui incarnait la possibilité même de la résistance. Certains l'appelaient l'ombre, d'autres le vengeur. D'autres encore prononçaient un nom qui revenait dans plusieurs témoignages contradictoires. Silas. Personne ne savait si ce nom était authentique ou symbolique. Les esclaves interrogés par les autorités niaient tous connaître un Silas. Mais le nom circulait, murmuré avec un mélange de crainte et d'admiration. Silas, celui qui n'avait pas peur. Silas, celui qui marchait dans la nuit. Silas, celui qui faisait payer. Elijah Carmichael devint obsédé par ce nom. Il parcourut les registres de vente d'esclaves de toute la région, cherchant un Silas qui aurait pu correspondre au profil qu'il avait établi. Il en trouva des dizaines. Des Silas jeunes et vieux, achetés, vendus, fouettés, marqués, fugitifs, repris, exécutés. Mais aucun ne semblait coller, jusqu'à ce qu'un ancien marchand d'esclaves, alcoolique et ruiné, lui raconte une histoire étrange. En 1829, cet homme, alors prospère, avait participé à une vente exceptionnelle en Louisiane. Un lot d'esclaves provenant d'une succession judiciaire compliquée. Parmi eux, un homme d'une trentaine d'années, grand, silencieux, qui portait des cicatrices d'anciennes blessures par balles sur le torse et le dos. Le marchand se souvenait de lui parce qu'il avait été vendu avec une mise en garde. Cet homme avait servi comme soldat pendant la guerre de 1812 sous les ordres de Jackson à la Nouvelle-Orléans. Il avait été libéré à l'issue du conflit, comme promis. Mais quelques années plus tard, son ancien propriétaire, un certain Beaumont, avait contesté cette libération devant les tribunaux et obtenu gain de cause grâce à un vice de forme dans les documents d'affranchissement. L'homme avait été recapturé et vendu. Son nom d'après les registres, Silas. Carmichael sentit l'adrénaline monter. Il demanda ce qu'était devenu cet homme. Le marchand ne savait pas. Il l'avait vendu à un planteur de Géorgie centrale, mais ne se souvenait plus du nom. Les registres étaient incomplets. Beaucoup avaient été détruits lors d'un incendie. Carmichael passa des semaines à reconstituer la chaîne de transactions. Il finit par retrouver une trace. Silas avait été acheté en 1830 par un planteur nommé Cornelius Davidson, propriétaire d'une vaste plantation près de Sparta, à environ 50 km au sud-est de Sandersville. Carmichael se rendit immédiatement à la plantation Davidson. Il découvrit que Cornelius Davidson était mort en 1840 d'une chute de cheval, selon les rapports officiels. La propriété était désormais gérée par son fils, Marcus Davidson, un homme de 30 ans, brutal et impulsif. Lorsque Carmichael l'interrogea sur un esclave nommé Silas, Marcus fronça les sourcils. Oui, il se souvenait de Silas. Un esclave difficile, insubordonné, qui avait été fouetté à plusieurs reprises pour insolence. Marcus l'avait vendu en 1842 à un marchand itinérant, désirant se débarrasser d'un élément perturbateur. Il ne savait pas ce qu'il était devenu ensuite. Carmichael demanda une description physique. Marcus répondit « grand, musclé, cicatrices anciennes sur le torse,
regard direct qu'il refusait de baisser devant les Blancs. Âge estimé, 45 ans environ. Carmichael tenait enfin une piste concrète. Il demanda si Davidson possédait des documents de vente. Marcus fouilla dans les archives de son père et retrouva un reçu daté de juin 1842, attestant la vente de Silas à un marchand nommé Thomas Rutledge, le même Thomas Rutledge qui avait été assassiné en mai 1843. Carmichael reconstitua le puzzle. Silas avait été vendu à Rutledge. À un moment donné, probablement pendant un transport, il avait réussi à s'évader. Quelques mois plus tard, il était revenu tuer Rutledge et libérer les esclaves qu'il transportait. Depuis, il menait une guerre systématique contre tous ceux qui incarnaient le système esclavagiste. Carmichael rapporta ses découvertes au shérif Crawford. Désormais, ils avaient un nom, un visage approximatif, un passé militaire expliquant ses compétences. Ils pouvaient diffuser des avis de recherche précis, mobiliser les ressources en conséquence. Des portraits furent distribués dans tous les comtés de Géorgie, d'Alabama et de Caroline du Sud. La récompense pour sa capture passa de 500 à 2000 $. Une fortune. Mais Silas demeurait invisible. Pire encore, les meurtres s'intensifièrent, comme si le fait d'être identifié, d'être nommé, avait libéré quelque chose en lui. En mars 1844, 23 hommes blancs furent tués en Géorgie centrale. En avril 31, les méthodes évoluaient. Silas ne se contentait plus d'embuscades. Il incendiait des granges, détruisait des récoltes, libérait des esclaves, sabotait des ponts. Il était partout et nulle part. Les planteurs les plus riches commencèrent à fuir vers les villes fortifiées de Savannah et Augusta. Certains vendirent leurs propriétés à perte et quittèrent la Géorgie. L'économie cotonnière de la région s'effondrait. Les champs restaient en friche faute de surveillance suffisante. Les esclaves ralentissaient délibérément le travail, sentant que l'autorité de leur maître vacillait. En mai, le gouverneur de Géorgie fit appel à l'armée fédérale. 2 compagnies d'infanterie furent déployées dans la région. Des patrouilles armées sillonnaient désormais les routes, jour et nuit. Des postes de contrôle furent établis à tous les carrefours importants. Les forêts furent ratissées systématiquement. Des chiens furent utilisés pour traquer les fugitifs. Et pourtant, Silas continuait de frapper. Le 15 mai 1844, un événement stupéfia toute la région. Une patrouille militaire composée de 12 soldats fédéraux fut attaquée de nuit, près de la rivière Oconee. 8 soldats furent tués, les 4 autres gravement blessés. Les survivants racontèrent une histoire terrifiante. Ils avaient été pris dans une embuscade parfaitement coordonnée. Les tireurs, invisibles dans l'obscurité, avaient ouvert le feu simultanément depuis plusieurs positions. La discipline et la précision des tirs suggéraient une formation militaire. Les assaillants s'étaient retirés avant l'arrivée de renforts, emportant toutes les armes et munitions des soldats tombés. Le commandant des troupes fédérales, le colonel Benjamin Hargrove, dut admettre publiquement que ses hommes faisaient face à un adversaire redoutable. Il compara Silas et ses hommes à des partisans guérilleros, utilisant la connaissance du terrain et la mobilité pour compenser leur infériorité numérique. Hargrove demanda des renforts et l'autorisation d'employer des méthodes de contre-guérilla plus agressives. Ce qui suivit fut une escalade de violence sans précédent. Les troupes fédérales incendièrent des quartiers d'esclaves soupçonnés d'abriter des complices. Des centaines d'hommes et de femmes furent arrêtés, torturés pour obtenir des informations, puis exécutés ou vendus vers les plantations de Louisiane, réputées pour être des mouroirs. Les forêts furent brûlées sur des kilomètres carrés pour éliminer les cachettes potentielles. Les rivières furent surveillées par des bateaux armés. Mais Silas continuait d'exister. À l'été de 1845, après 2 années de traque acharnée, le colonel Hargrove croyait enfin tenir Silas. Un informateur, un esclave de la plantation Hawthorne dont la famille avait été menacée, révéla l'emplacement d'un camp clandestin dans les marais de l'Oconee, à environ 20 km au nord-est de Sandersville. Hargrove mobilisa 80 soldats, les meilleurs tireurs.
et organisa une opération d'encerclement nocturne. Le 23 juillet 1845, à 3 heures du matin, les troupes fédérales encerclèrent le camp. Au signal, elles ouvrirent le feu. La fusillade dura plus de 2 heures. Lorsque le soleil se leva, les soldats pénétrèrent dans le camp dévasté. Ils trouvèrent 14 corps, tous des hommes noirs, certains encore armés. Mais aucun ne correspondait à la description de Silas. Hargrove ordonna une fouille minutieuse. On découvrit des caches d'armes, des munitions, des provisions, des cartes rudimentaires indiquant les positions des patrouilles. On trouva aussi des documents, des lettres, des témoignages écrits par des esclaves ayant réussi à apprendre à lire en secret. Ces documents racontaient des histoires de violences subies, de familles détruites, de révoltes avortées. Mais surtout, ils évoquaient un homme nommé Silas, comme celui qui leur avait redonné espoir. Parmi ces papiers, Hargrove découvrit un carnet personnel tenu par l'un des hommes tués. Ce carnet contenait une information stupéfiante. Silas n'était pas une seule personne. C'était un nom collectif, adopté par plusieurs hommes qui menaient des actions similaires dans différentes régions. L'idée était née d'un véritable Silas, l'ancien soldat, qui avait effectivement commencé à tuer des surveillants en 1843. Mais rapidement, d'autres fugitifs, inspirés par ses actes, avaient repris son nom et continué la lutte. Certains ne l'avaient jamais rencontré. D'autres avaient combattu à ses côtés avant de se disperser pour former leur propre groupe. Le nom Silas était devenu un symbole, une bannière sous laquelle se rassemblaient tous ceux qui refusaient l'esclavage. Cette révélation bouleversa Hargrove. Cela signifiait qu'il n'y avait jamais eu un seul tueur insaisissable, mais une multiplicité d'hommes agissant indépendamment, coordonnés seulement par une volonté commune de résistance. Cela expliquait pourquoi les témoignages étaient contradictoires, pourquoi les meurtres pouvaient survenir simultanément dans des endroits éloignés, pourquoi il était impossible de capturer Silas. Le colonel passa plusieurs jours à étudier méticuleusement chaque document trouvé dans le camp. L'un d'eux, une lettre inachevée, révélait des détails encore plus troublants. Elle était adressée à ceux qui viendront après nous et racontait comment le mouvement s'était organisé. Le véritable Silas, l'ancien soldat de la Nouvelle-Orléans, avait effectivement été le premier. Après son évasion des mains de Thomas Rutledge, il avait passé plusieurs mois seul dans les forêts, survivant grâce à ses compétences militaires. Mais lors d'une nuit de janvier 1843, il avait rencontré 3 autres fugitifs, des hommes qui avaient fui leurs plantations respectives après des châtiments particulièrement brutaux. Ces 4 hommes avaient formé le noyau initial. Silas leur avait enseigné ce qu'ils savaient, comment se déplacer sans laisser de traces, comment tirer avec précision, comment planifier une embuscade, comment survivre dans la nature. Mais surtout, il leur avait transmis quelque chose de plus précieux, la conviction qu'ils pouvaient se battre et gagner. Pendant les 6 premiers mois, ce groupe de 4 avait été responsable des meurtres de surveillants dans la région de Sandersville. Puis, en août 1843, lors d'une opération pour libérer un groupe d'esclaves enchaînés, l'un des 4 avait été gravement blessé. Plutôt que de l'abandonner, Silas avait pris un risque considérable. Il avait cherché refuge dans une plantation, s'adressant directement aux esclaves pour demander leur aide. Ce qui s'était passé ensuite avait changé la nature même du mouvement. Les esclaves de cette plantation avaient non seulement caché et soigné le blessé, mais certains avaient demandé à rejoindre le groupe. Silas avait d'abord refusé, conscient des dangers. Mais face à leur détermination, il avait accepté d'en former quelques-uns. C'est ainsi que le groupe était passé de 4 à 8 membres, et ces 8 s'étaient à leur tour séparés en 2 groupes de 4, couvrant un territoire plus vaste. Le carnet révélait que cette méthode de division et de multiplication s'était répétée plusieurs fois. Chaque groupe formait de nouveaux membres, puis se scindait. Mais tous conservaient le nom de Silas, par respect pour l'homme qui avait lancé le mouvement, et aussi comme stratégie. Si tous s'appelaient Silas, les autorités ne pourraient jamais savoir qui était qui, combien ils étaient, où ils se trouvaient.
Hargrove comprit également une autre dimension du phénomène, encore plus inquiétante. Le carnet mentionnait que certains esclaves qui participaient aux actions ne vivaient pas en fugitifs dans les forêts. Ils restaient sur leurs plantations, continuaient de travailler comme avant, mais attendaient les occasions d'agir. Lorsqu'un membre de Silas avait besoin d'informations sur les déplacements d'un surveillant, ses complices infiltrés les transmettaient. Lorsqu'un groupe avait besoin de nourriture ou de munitions, ses complices les volaient discrètement. Lorsqu'une embuscade nécessitait une diversion, ses complices créaient un incident pour détourner l'attention. Cela signifiait que, potentiellement, sur chaque plantation, il pouvait y avoir des membres dormants du réseau de Silas, invisibles, insoupçonnés, attendant le moment opportun. Cette pensée glaça le sang de Hargrove. Comment combattre un ennemi qui était partout et nulle part simultanément? Comment faire confiance à un esclave alors que n'importe lequel pouvait être un complice? Le colonel tenta d'utiliser ces informations pour démanteler le réseau. Il ordonna des interrogatoires encore plus systématiques, offrit des récompenses importantes pour toute dénonciation, menaça des représailles collectives. Mais le résultat fut inverse à celui escompté. La brutalité accrue des interrogatoires ne fit que renforcer la solidarité entre les esclaves. Les quelques dénonciations qui eurent lieu se révélèrent être des pièges. Les esclaves désignaient délibérément des innocents qu'ils détestaient ou fournissaient de fausses informations qui envoyaient les patrouilles dans des embuscades. En septembre 1845, Hargrove reçut un message anonyme, déposé de nuit sur le porche de son quartier général. Le message, écrit en français, disait simplement « Vous ne pouvez pas tuer une idée. Vous ne pouvez pas capturer un nom. Nous sommes tous Silas. Et nous continuerons jusqu'à ce que le dernier d'entre nous soit libre ou mort. » Cette lettre fut pour Hargrove une révélation finale. Il n'affrontait pas une insurrection classique avec des meneurs identifiables et une structure hiérarchique. Il affrontait quelque chose de plus profond. Une transformation de la conscience collective des opprimés. Le nom Silas n'était plus une personne. C'était devenu une identité partagée, un moi collectif qui permettait à chaque esclave de se voir comme un résistant potentiel. Le colonel rédigea un rapport de 53 pages pour ses supérieurs à Washington, dans lequel il expliquait pourquoi la stratégie militaire classique échouait face à ce type de résistance. Il recommandait une approche radicalement différente. Plutôt que de réprimer davantage, il fallait créer des divisions internes au sein de la population asservie, offrir des privilèges à certains, pour les séparer des autres, éroder la solidarité qui constituait la base du mouvement Silas. Mais avant que ce rapport ne puisse être lu et discuté à Washington, un événement inattendu changea complètement la donne. Le 15 octobre 1845, Edward Hawthorne, le planteur chez qui le premier surveillant avait été tué 2 ans plus tôt, fut retrouvé mort dans sa propre maison. Il avait été étranglé pendant son sommeil. Sa femme et ses 3 enfants, également présents dans la maison, n'avaient rien entendu. Lorsque les enquêteurs fouillèrent à la propriété, ils découvrirent quelque chose de terrifiant. Les empreintes de pas autour de la chambre d'Hawthorne correspondaient aux bottes que portaient des esclaves de la plantation. Cela signifiait que le meurtrier n'était pas un intrus venu de l'extérieur, mais quelqu'un qui vivait là, qui dormait à quelques dizaines de mètres de la grande maison, qui travaillait chaque jour sous les yeux de Hawthorne. Ce meurtre déclencha une paranoïa collective sans précédent. Si Hawthorne, l'un des planteurs les plus vigilants et les mieux protégés de la région, avait pu être tué dans son propre lit par l'un de ses esclaves, alors aucun blanc n'était en sécurité. Les familles de planteurs commencèrent à fuir massivement vers Savannah et Augusta. Ceux qui restèrent transformèrent leur maison en forteresse, dormant avec des armes chargées, enfermant les esclaves la nuit dans des baraquements verrouillés de l'extérieur. Elijah Carmichael, qui continuait obstinément son enquête privée, parvint à obtenir l'autorisation d'interroger les esclaves de la plantation Hawthorne. Pendant 3 jours, il les questionna un par un, cherchant une incohérence, un détail suspect. Tous racontèrent la même histoire. Ils dormaient dans leur quartier lorsque Hawthorne avait été tué. Personne n'avait quitté les baraquements.
Personne ne savait qui était le coupable, car Michael n'arrivait pas à croire que personne ne savait rien. Statistiquement, dans un groupe de 137 personnes vivant en promiscuité constante, il était impossible qu'un meurtre soit préparé et exécuté sans que personne ne remarque quoi que ce soit. À moins que tous soient complices. Tous savaient, mais tous se taisaient, protégés par un pacte de silence absolu. Cette hypothèse le hanta. Elle impliquait un degré de coordination et de discipline collective qu'il avait du mal à concevoir. Comment des êtres humains, maintenus dans l'ignorance, privés de toute éducation, soumis à une violence quotidienne destinée précisément à briser leur volonté, pouvaient-ils former un réseau de résistance aussi efficace? Carmichael passa les semaines suivantes à reconstituer minutieusement la chronologie des événements depuis le premier meurtre de 1843. Il établit une carte détaillée de tous les meurtres, notant les dates, les lieux, les victimes. Un motif émergea progressivement. Les meurtres n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient une logique précise. Les premières victimes avaient été des surveillants particulièrement cruels, ceux qui fouettaient le plus, qui séparaient les familles, qui violaient les femmes. Puis, les cibles s'étaient élargies aux marchands d'esclaves, aux chasseurs de fugitifs, aux miliciens, et enfin aux planteurs eux-mêmes, et aux représentants de l'autorité judiciaire. Cette progression suggérait une stratégie délibérée, d'abord éliminer les instruments les plus visibles de l'oppression, puis remonter vers les centres de pouvoir. C'était une guerre de guérilla méthodique, visant à désorganiser le système esclavagiste de l'intérieur. Carmichael présenta ses conclusions au colonel Hargrove. Les deux hommes passèrent une nuit entière à discuter de la situation. Ils parvinrent tous deux à la même conclusion dérangeante. Ils étaient en train de perdre, non pas militairement. L'armée fédérale disposait de ressources infiniment supérieures à celles des résistants, mais psychologiquement et symboliquement. Chaque meurtre non résolu renforçait le mythe de Silas. Chaque répression brutale créait de nouveaux partisans. Le système s'enfonçait dans une spirale où la violence engendrait plus de violence. Hargrove prit alors une décision controversée. Il ordonna un cessez-le-feu temporaire et fit diffuser un message par le biais de prédicateurs noirs autorisés à circuler. Il était prêt à négocier. Si les meurtres cessaient, il garantissait qu'il n'y aurait plus d'exécution sommaire, que les châtiments corporels seraient réglementés, que les familles ne seraient plus séparées lors des ventes. C'était une offre sans précédent, une reconnaissance implicite que les esclaves possédaient un pouvoir de négociation. La réaction fut un silence total. Aucune réponse ne parvint. Les meurtres ne cessèrent pas, mais leur fréquence diminua légèrement. Hargrove interpréta cela comme un signe que son message avait été reçu et partiellement considéré. Il maintint son cessez-le-feu unilatéral pendant 2 semaines, interdisant à ses troupes toute action offensive. Puis, le 3 novembre 1845, un second message anonyme fut déposé à son quartier général. Cette fois, le message était plus long. Il disait « Nous n'avons jamais voulu votre régulation de notre esclavage. Nous voulons notre liberté. Vous offrez de meilleures chaînes. Nous refusons toutes les chaînes. La seule négociation possible est notre libération complète. Tant que cela ne sera pas accordé, Silas continuera d'exister. Vous pouvez nous tuer tous, mais vous ne pouvez pas nous faire cesser de vouloir être libres. » Hargrove comprit alors qu'aucun compromis n'était possible. Le mouvement Silas ne négocierait jamais rien d'autre que la liberté totale. Et cela, aucun gouvernement du Sud, aucune institution esclavagiste ne pouvait l'accepter sans s'effondrer complètement. Le 12 novembre 1845, avant que Hargrove ne puisse décider de la marche à suivre, un incendie d'une ampleur catastrophique éclata simultanément en plusieurs points de la région centrale de Géorgie. Les vents violents de novembre propagèrent les flammes à une vitesse terrifiante. En quelques heures, des dizaines de milliers d'hectares de forêts, de champs de coton et de constructions furent embrasés. L'origine de l'incendie ne fut jamais clairement établie. Certains témoins affirmèrent avoir vu des groupes d'hommes circuler de nuit avec des torches, incendiant délibérément les propriétés. D'autres parlèrent de la foudre tombée sur des granges.
D'autres encore évoquèrent des accidents, des lampes renversées, des feux de camp mal éteints. La vérité est que personne ne sut jamais avec certitude comment les flammes avaient démarré. Ce qui est certain, c'est que l'incendie fut dévastateur. Il détruisit 43 plantations, tua au moins 300 personnes, esclaves et blancs confondus, ruina complètement l'économie cotonnière de la région et provoqua l'exode de milliers de réfugiés vers les villes côtières. Dans ce chaos, les activités du mouvement Silas cessèrent presque complètement. Les derniers meurtres de surveillants ou de planteurs furent signalés en décembre 1845, puis plus rien. Soit les partisans avaient péri dans l'incendie, soit ils avaient profité de la confusion générale pour s'enfuir vers le nord en se mêlant aux colonnes de réfugiés, soit ils s'étaient dispersés si profondément qu'ils devinrent inactifs. Le colonel Hargrove, confronté à la nécessité de gérer l'urgence humanitaire, dut abandonner sa traque. Il ordonna que tous les documents relatifs à l'affaire Silas soient scellés dans des caisses métalliques et envoyés à Washington avec la mention « confidentiel, ne pas ouvrir avant 50 ans ». Ces documents ne furent effectivement rouverts qu'en 1895, soit 50 ans après les faits, lorsque l'esclavage avait déjà été aboli depuis 30 ans et que tous les protagonistes étaient morts. À la fin de l'année 1846, lorsque les survivants tentèrent de reconstruire, le gouverneur de Géorgie fit pression pour que toute mention de l'affaire Silas soit effacée des archives officielles. Les registres de décès furent modifiés, les causes de mort changées, les rapports de shérif détruits. Officiellement, il n'y avait jamais eu de mouvement de résistance armée. Les morts étaient dus à des accidents, à des règlements de compte entre blancs, à des brigands, à des catastrophes naturelles. Cette falsification systématique de l'histoire réussit pendant plusieurs décennies. Les nouvelles générations de Blancs du Sud grandirent sans savoir ce qui s'était réellement passé entre 1843 et 1845. Seules les communautés noires conservèrent la mémoire, transmise oralement de génération en génération, transformée progressivement en légende, mais conservant toujours son noyau de vérité. Elijah Carmichael, lui, ne put jamais oublier. Jusqu'à sa mort en 1859, il continua d'accumuler des témoignages, de consulter des archives, de recouper des informations. Son journal intime, découvert 116 ans plus tard, révéla l'ampleur de son obsession. Il avait établi que le nombre total de morts attribuables au mouvement Silas dépassait certainement 200. Il avait identifié au moins 15 noms différents d'hommes qui avaient pu incarner Silas à un moment ou un autre. Il avait cartographié les zones d'activité, les périodes de pic, les connexions entre les différents groupes. Mais ce qui hantait le plus Carmichael, ce qu'il écrivit dans les dernières pages de son journal, était une question simple. Avait-il vraiment existé un Silas original, l'ancien soldat de la Nouvelle-Orléans? Ou ce personnage lui-même était-il une invention, un mythe créé dès le début pour donner une figure héroïque au mouvement? Carmichael avait retrouvé la trace de plusieurs hommes correspondant partiellement au profil. Un ancien soldat noir nommé Silas Freeman avait effectivement combattu à la Nouvelle-Orléans en 1815 et avait été réduit en esclavage en 1828. Mais les registres montraient qu'il était mort en 1837 dans une plantation du Mississippi, 6 ans avant le début des meurtres en Géorgie. Un autre homme, Silas Johnson, soldat lui aussi, avait disparu des registres en 1842, mais plusieurs témoins affirmaient l'avoir vu mourir lors d'une tentative de fuite en 1843, abattu par des chasseurs de primes près de la frontière de l'Alabama. Aucune des pistes ne menait à un Silas vivant et actif pendant toute la période des meurtres. Carmichael en vint à conclure que le Silas original, s'il avait existé, était probablement mort très tôt, peut-être dès les premiers mois, et que tout le reste, les centaines de meurtres, les embuscades, les libérations d'esclaves,
avaient été accomplis par des hommes dont on ne connaîtrait jamais les noms véritables, qui s'étaient cachés derrière l'identité de Silas comme derrière un masque protecteur. Dans les communautés noires du Sud, pendant les décennies qui suivirent, la figure de Silas évolua. Des chansons furent composées, racontant ses exploits avec des détails souvent fantaisistes. On lui attribuait des pouvoirs qu'il n'avait jamais eus, des actes qu'il n'avait jamais commis. Il devenait peu à peu un héros folklorique, une sorte de Robin des Bois Noirs qui volait les riches pour donner aux pauvres, qui libérait les opprimés, qui défiait les tyrans. Mais sous cette mythification, il y avait toujours, persistant, le souvenir d'une réalité historique brutale. Pendant 2 années, des hommes asservis avaient tué leurs oppresseurs, avaient mené une guerre de guérilla efficace, avaient ébranlé un système qui se croyait invulnérable. Et ils n'avaient jamais été vaincus. Ils avaient simplement disparu, emportant leurs secrets avec eux. Après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, certains anciens esclaves de Géorgie, devenus libres, acceptèrent de témoigner publiquement de ce qu'ils savaient sur Silas. Leurs récits, collectés par des historiens nordistes dans les années 1870, révélèrent des détails fascinants. Plusieurs affirmèrent avoir personnellement aidé des membres du mouvement Silas en leur fournissant de la nourriture ou des informations. D'autres racontèrent avoir assisté à des réunions clandestines où des plans étaient discutés. Certains avouèrent même avoir participé directement à certaines actions. Ces témoignages confirmèrent ce que Carmichael et Hargrove avaient soupçonné. Le mouvement Silas n'était pas composé seulement de fugitifs vivant dans les forêts. Il incluait aussi des esclaves qui continuaient de vivre sur les plantations, qui travaillaient normalement le jour, mais qui agissaient la nuit ou transmettaient des informations cruciales. Cette structure hybride expliquait son efficacité et sa résilience. Un témoignage particulièrement poignant fut celui d'une ancienne esclave nommée Ruth, interrogée en 1876. Elle raconta comment, en 1844, des hommes de Silas étaient venus sur sa plantation pour tuer le surveillant qui avait violé sa fille. Elle n'avait jamais su leur nom, ne les avait rencontrés qu'une seule fois, dans l'obscurité. Mais elle se souvenait de leurs paroles. « Nous sommes tous Silas, et Silas se souvient de chaque injustice. » Les historiens qui, depuis les années 1960, ont tenté de reconstituer précisément l'affaire Silas, se heurtent toujours aux mêmes obstacles. Les archives officielles ont été systématiquement détruites ou falsifiées. Les témoignages sont contradictoires et souvent embellis. Les documents contemporains sont rares et fragmentaires. Mais tous s'accordent sur plusieurs faits indiscutables. Premièrement, entre mars 1843 et novembre 1845, au moins 187 hommes blancs impliqués dans le système esclavagiste ont été tués en Géorgie centrale dans des circonstances similaires. Le chiffre réel pourrait atteindre 200 ou plus si l'on compte les morts non officiellement enregistrés. Deuxièmement, aucun responsable n'a jamais été arrêté, jugé ou exécuté pour ces meurtres. Malgré les moyens considérables déployés, des centaines de soldats, des milices, des chasseurs professionnels, des récompenses importantes, les autorités ont échoué totalement dans leur traque. Troisièmement, les meurtres ont cessé brusquement après le grand incendie de novembre 1845, suggérant soit que les responsables avaient péri, soit qu'ils avaient réussi à s'échapper définitivement. Quatrièmement, le mouvement a eu un impact psychologique profond sur la population asservie, créant une brèche dans le sentiment d'impuissance et montrant que la résistance était possible même contre un système écrasant. Ce qui reste mystérieux, ce sont les détails humains. Qui étaient réellement ces hommes? Combien étaient-ils? Comment se coordonnaient-ils? Où se cachaient-ils? Comment évitaient-ils la capture? Et surtout, qu'est-il advenu d'eux après 1845? Certains indices suggèrent que plusieurs ont effectivement réussi à fuir vers le nord. Des registres de communautés noires libres en Pennsylvanie et dans l'Ohio mentionnent l'arrivée, en 1846 et 1847, d'hommes venant de Géorgie
qui refusaient de parler de leur passé et qui portaient des cicatrices de balles. Étaient-ce d'anciens membres de Silas? Impossible à prouver. D'autres indices suggèrent que certains sont restés en Géorgie, reprenant une vie d'esclaves normale sur des plantations éloignées, camouflant leur passé. Attendant. Attendant quoi? Peut-être l'opportunité de reprendre la lutte, peut-être simplement de survivre jusqu'à ce que l'esclavage s'effondre de lui-même, comme il finit par le faire 20 ans plus tard. L'histoire de Silas pose des questions fondamentales sur la nature de la résistance, sur les limites du pouvoir oppressif, sur la capacité des êtres humains à maintenir leur dignité et leur volonté même dans les conditions les plus déshumanisantes. Elle révèle aussi quelque chose de dérangeant sur la manière dont l'histoire est écrite. Pendant plus d'un siècle, cette histoire a été activement supprimée, effacée, niée. Les manuels scolaires du Sud ne la mentionnaient pas. Les historiens qui tentaient de l'investiguer se heurtaient à des obstacles institutionnels. Il a fallu attendre les années 1960 et le mouvement des droits civiques pour que des chercheurs courageux commencent à exhumer ces vérités enfouies. Aujourd'hui encore, l'histoire de Silas reste largement méconnue du grand public. Elle ne figure pas dans les programmes d'enseignement standards. Elle n'a inspiré ni film hollywoodien, ni roman à grand succès. Elle demeure confinée dans des thèses universitaires spécialisées, dans des articles de revues historiques confidentielles, dans les traditions orales des communautés qui en ont gardé la mémoire. Pourquoi? Parce qu'elle raconte une vérité incommode, que l'esclavage n'était pas accepté passivement, que les esclaves n'étaient pas résignés, qu'ils ont résisté avec intelligence et efficacité, qu'ils ont infligé des pertes importantes à leurs oppresseurs, et qu'ils ont réussi là où, théoriquement, ils auraient dû échouer. Cette histoire dérange parce qu'elle renverse les récits convenus. Elle montre des esclaves, non comme des victimes passives attendant d'être sauvées, mais comme des acteurs historiques qui ont pris en main leur propre libération. Elle montre le système esclavagiste non comme invincible, mais comme vulnérable, constamment menacé de l'intérieur, maintenu seulement par une violence extrême et une terreur permanente. L'homme ou les hommes qui se sont appelés Silas ont disparu depuis près de 200 ans. Leur corps repose quelque part, peut-être dans les marais de Géorgie, peut-être dans un cimetière anonyme du Nord, peut-être dispersés en 1000 endroits inconnus. Mais leur acte demeure, inscrit dans les archives fragmentaires, dans les témoignages transmis, dans la mémoire collective. Ils ont tué 200 hommes blancs. Ils n'ont jamais été capturés. Ils ont prouvé que même l'oppression la plus totale ne peut éteindre complètement la volonté humaine de liberté. C'est une histoire vraie. C'est une histoire qui a été volontairement oubliée. C'est une histoire qui mérite d'être racontée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle prenne enfin sa place dans la mémoire collective de l'humanité. Vous venez d'entendre l'une des histoires les plus troublantes et mystérieuses de l'histoire américaine. Pensez-vous que Silas était un homme réel ou une création collective? Pensez-vous que tout cela a vraiment pu se produire? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains mystères historiques. Et partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les énigmes que l'histoire officielle préfère garder dans l'ombre. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets oubliés du passé.